Je m'appelle Pierre-Emmanuel Le Goff, donc je suis le directeur de la 25e heure et associé fondateur. Et j'ai une activité aussi de producteur avec la société La 25e heure Production. Donc, je m'appelle Éric Gouzanet, je suis coordinateur du cinéma de l'Arvor et ce depuis 3 ans simplement. Mon premier souvenir de cinéma, je crois que c'est le long travelling avant sur la mer au large des côtes grecques au début du Grand Bleu. C'est avec ma maman qui m'a emmené voir, j'étais tout petit, tout jeune, dans la salle publique de mon village, dans les Côtes d'Armor ou Côtes du Nord à l'époque. C'était les gendarmes de Saint-Tropez. Donc concrètement, ce qu'on propose avec cette salle de cinéma virtuelle, c'est d'organiser des séances de cinéma à horaire fixe, comme avant la fermeture des salles de cinéma, de les faire suivre la plupart du temps par des débats, donc avec des échanges en direct entre le public et le réalisateur ou d'autres personnalités en lien avec le film, et donc de faire un reversement d'1 € au réalisateur ou une association quand il y a une association qui est en lien avec le film. Et puis de permettre aussi de faire ce qu'on appelle des multiséances, c'est-à-dire un événement organisé par une salle de cinéma qui est suivi d'un débat peut être organisé en simultané sur 10, 20, 30, 50 salles, et donc permettre ainsi de maximiser l'impact en termes de communication et de faire des séances qui peuvent monter à plusieurs centaines de spectateurs, et je l'espère même à plusieurs milliers dans les semaines qui viennent. Voilà, et concrètement, l'idée, c'est de permettre aux salles, dans un premier temps déjà, de maintenir une activité pendant leur fermeture, et au moment de la reprise, de leur permettre aussi de remplir la demi-jauge qui risque d'être fermée, voire les 2 tiers de jauge. Je crois que c'est en Espagne où ils ne peuvent ouvrir qu'à 1 tiers de leur jauge, et donc d'accompagner la reprise en étant sur une politique tarifaire qui va être la même en fait pour la salle virtuelle et la salle réelle. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens n'aillent dans la salle virtuelle au moment de la reprise que parce qu'ils sont contraints, ou parce que la jauge est complète, ou pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire de risque d'être contaminé, ou simplement pour éviter aussi de contaminer si on vient d'avoir le Covid, par exemple. Et puis, l'impact, il est colossal. On a 2 mois, pardon, et puis plus de fermeture. Nous sommes 8 salariés. Nous sommes salariés donc en chômage partiel depuis le lundi 16 mars. Donc voilà, on attend avec impatience quand même les nouvelles informations concernant une reprise qui, je l'espère, arrivera donc courant juillet, avec tout ce que ça nécessite aussi comme garantie pour accueillir les spectateurs, comme les mesures sanitaires. Ça, c'est clair qu'il va falloir qu'on soit très, très au fait et très vigilant. Et ça peut aussi nous coûter plus cher d'ouvrir que de recettes. D'ailleurs, ça aussi, on en est conscient, mais je pense qu'il faut qu'on ouvre. Les Rennais, comme les Français, vont peu voyager cet été, donc ils vont être présents. On va essayer de leur faire, les emmener en vacances à travers le cinéma. Ça s'est fait en fait. Moi, j'avais reçu le film pour le visionner, donc Les Grands Voisins, La Cité rêvée de Bastien Simon. Donc je l'avais vu pour une sortie en salle. C'était donc l'objectif du distributeur en m'invitant donc à regarder le film. Chemin faisant, la crise arrive, donc fermeture des salles. Pierre-Emmanuel, comme je le disais tout à l'heure, est rennais à nouveau, puisqu'il était sur Paris et il vient de revenir en Bretagne à Rennes. On avait déjeuné ensemble, on avait fait connaissance cet hiver. Voilà, il y avait cette connaissance, il y avait le film que j'avais vu. Et puis, l'opportunité, ils sont revenus. Alors, je ne sais plus qui c'est le premier. Enfin, je pense que c'est eux qui sont revenus vers moi pour me proposer donc cette projection virtuelle, et que je trouvais très innovante. Et donc, moi, je l'ai trouvé que c'était une superbe opportunité, voilà, de rester en contact avec notre public. Et donc, c'est comme ça que j'ai adhéré par leur sollicitation. C'est avant tout leur sollicitation.
que j'ai adhéré au projet. L'économique, on a essayé de le faire le plus proche possible de la situation d'avant la crise. Donc concrètement, on partait du principe de 50-50 entre le distributeur et l'exploitant. On a maintenu ce principe d'équivalence sur le revenu partagé entre exploitant et distributeur, mais nous, on prend une part de 20% pour la gestion de la plateforme. La maintenance, la gestion du back-office aussi. On est en amélioration constante depuis un mois. Là, on a sorti la V2, on va bientôt sortir la V3 avec un back-office accessible aux exploitants. Et sinon, il y a un prélèvement de 10 centimes donc, par vidéo pour la contribution carbone et des frais fixes de 32 centimes sur la partie paiement en ligne qui nous est facturé 32 centimes. Et sinon, donc, la politique tarifaire, c'est de mettre 1 euro de plus par ticket quand il y a un intervenant. Et ça lui est ou reversé à une association de son choix en lien avec le film. Et parfois même, là je pense à Eric à l'Arvor qui pour la première séance avait reversé sa part même d'exploitants au CHU de Pontchaillou pour les aider dans leur lutte contre le Covid-19 et via une fondation en l'occurrence qui s'appelle Nominoi. Depuis le lancement, on est à plus de 35 000 spectateurs, soit autour de 12 000 billets vendus. Je compte 35 000 puisqu'on est à peu près à 2 personnes et demie par connexion devant l'écran. On est à près de 200 salles, on doit être à 50 distributeurs aujourd'hui. On a été rejoint récemment par Studio Canal, par Memento, Pyramide, on a des négos aussi avec d'autres distributeurs, et puis une grosse majorité des distributeurs du SDI. J'ai avant tout informé le cercle de connaissances. Donc, ce cercle de connaissances a été reconnaissant. J'ai tout de suite eu des retours, super, on a l'impression d'aller au cinéma. Enfin, c'était très positif. Moi, j'ai n'ai que des retours positifs. Merci, on est toujours là. Merci à vous. Donc, il y a ce sentiment d'aller encore à la salle. J'ai quand même eu une spectatrice qui est venue au cinéma. Pensant Eric, je suis devant le cinéma. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont peut-être peu habitués au virtuel ou à l'image, enfin sur Internet, donc ils étaient un peu confus. Bref, non, tous les retours ont été positifs. Puis j'ai pu accrocher aussi la presse locale, puisque les infos étaient exclusivement consacrées à la pandémie. Donc là, ça leur ouvrait une petite fenêtre sur la culture. Donc, il y a eu aussi ce levier des médias locaux, voire régionaux, qui m'ont suivi. J'ai eu un reportage sur France 3. Donc, tout ça faisant, voilà, c'est devenu un événement. Comme d'habitude, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des salles de cinéma qui ont une force de frappe en termes de communication plus ou moins importante. Et en l'occurrence, ça tombe bien puisque vous avez invité aussi Eric de l'Arvor. Notre meilleure salle depuis le début en termes de remplissage, c'est le cinéma l'Arvor, dirigé par Eric. Et donc, nous, ce qu'on est en train de constater, c'est que ce qui marche évidemment le mieux, c'est des films frais. Donc, c'est pour ça qu'on incite maintenant les distributeurs à nous accompagner et à maintenir cette période d'exclusivité pour les salles de cinéma donc en travaillant avec notre dispositif. Donc, garder les 3 ou 4 mois d'exclus. Et c'est là où on fait les meilleurs scores, notamment quand on fait des séances avec 10, 20, 30 cinémas en simultané, ce qui permet de toucher une communication non plus simplement municipale ou régionale, mais carrément nationale à ce moment-là. Non, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on est sollicité par de plus en plus de festivals. Donc là, on va organiser le festival Atmosphère qui se tient d'habitude à Courbevoie. On va l'organiser sans doute sur plusieurs salles de cinéma un peu partout en France. On va profiter de cette occasion pour élargir, on va dire, le nombre de salles qui participent à l'événement. Et on a une dizaine de festivals à peu près aujourd'hui qui s'intéressent à notre dispositif, que ce soit en France ou à l'étranger. On travaille aussi avec les instituts français, les ambassades. Donc ça, voilà, on a un début d'internationalisation conséquent qui est en train de se mettre en place.
c'est vraiment similaire à ce qui se passait avant. Alors nous, en tant que distributeur, on a des demandes par rapport à nos films. En tant que dispositif de diffusion, en tant que salle de cinéma virtuelle, là maintenant, l'idée, c'est vraiment que les distributeurs fassent le travail d'aller convaincre les salles de cinéma. Et là, toute l'équipe de Studio Canal, par exemple, avec qui on a eu une réunion hier, va se mettre en branle pour aller convaincre les salles de cinéma qui sont déjà partenaires et puis d'autres salles. Mais par ailleurs, ça peut être aussi une demande directement d'une salle de cinéma pour faire une rétrospective, pour aborder tel thème ou pour réorganiser une séance qui aurait été annulée à cause de la fermeture de la salle. Et puis aujourd'hui, régulièrement, on envoie une newsletter un peu générique sur l'ensemble des événements à venir dans les semaines qui viennent. Et les programmateurs des salles vont piocher dans ces événements pour constituer leur semaine de programmation. Il y a une bonne partie du catalogue de Studio Canal, notamment des films qui ont été arrêtés. Donc, je pense notamment à Radioactive. On est en train de caler une projection avec suivi d'une masterclass de Marjane Satrapi et éventuellement peut-être une reprise de certains de ses films phares. Ensuite, on a Pierre Salvadori pour donc le film En Liberté, avec une petite surprise avant la séance d'ailleurs, signé Pio Marmaille. Ensuite, on a Comme un avion, donc de Bruno Podalides. Et la fille du 14 juillet, là je regarde mes notes, Antonin Perragiaco. Et on a encore pas mal de réalisateurs aussi dont on attend la confirmation. Chose auxquelles je réfléchis, hein, il y avait la programmation avant, et je pense qu'il y aura la programmation après. Ce qu'on va présenter à l'ouverture, déjà dans le RIM, nous on enquillait, je dirais, 5 séances. On a 2 salles, hein, 2 salles de 215 places et 158. Sur le week-end, un bon dimanche par exemple, on accueillait 1000 personnes. Donc ça fait du monde, et on enquillait les séances après séance, hein, avec des interséances de 10 à 15 minutes, sans compter si on prenait un peu de retard, donc on se retrouvait embouteillé. Ça, c'est terminé, ça on le sait. Il va falloir qu'on espace nos séances, hein, des 2 salles, il va falloir qu'on passe à des interséances de 3 quarts d'heure. Enfin, on va tirer, donc forcément supprimer une séance, voire 2, hein, de 3, on peut passer à 5. Ça nous repose des questions, de l'organisation, ça nous donne peut-être un peu plus de sens aussi à notre travail, parce qu'on enfile, on y va, et puis tout d'un coup, boum, on a pris un grand coup, et donc voilà, il faut aussi repenser notre façon, tout en essayant, en ayant pour objectif de faire venir les spectateurs. Déjà, de toute façon, un sujet à discussion, ces débats, la présence des plateformes, notamment Netflix, en termes de concurrence, les séries, on sait bien. Là, c'est vrai qu'on leur a donné un peu le terrain, et puis il y a même des distributeurs qui y sont allés, puisque le pacte a confié quand même Pinocchio donc à une plateforme. Donc, écoutez, nous, on est toujours là. C'est vrai que les premières séances, là, enfin, les premières semaines, voire les premiers mois d'exploitation vont être assez restrictifs, que ce soit dans la jauge, que ce soit dans l'accueil du public. Il y aura toujours des spectateurs à venir, hein. C'est une solution qu'on veut pérenniser, puisque concrètement, on avait commencé à la développer avant la crise. Et comme je disais, donc c'est vraiment aussi un outil d'accompagnement au moment de la reprise. Et puis l'idée, c'est de décloisonner aussi, on va dire, la difficulté pour certains spectateurs d'avoir accès à une salle de cinéma à proximité de chez eux. Parfois, il faut qu'ils fassent 20, 30 km, voire 50 ou plus aller-retour. Donc, c'est évidemment très compliqué en termes même horaires et en termes de coûts de faire ce genre de déplacement toutes les semaines. Donc l'idée, là, c'est de leur permettre quand même d'avoir accès à leur salle de cinéma à la plus proche, mais de n'y avoir accès parfois qu'en virtuel pour ces contraintes que je viens de citer.
Sinon, oui, pour revenir à la plateforme, moi, ce qui m'intéresse aussi à l'avenir, comme il l'a dit, Pierre-Emmanuel, c'est si les gens sont frileux, pourquoi pas rester chez vous, mais vous pouvez toujours acheter votre billet sur la plateforme pour une séance, alors une séance événementielle, une séance régulière, ça, j'en sais rien. Il faudra aussi voir le modèle économique, enfin la billetterie, notamment CNC. En termes de réouverture des salles, je pense que clairement, on se projette plutôt dans une réouverture un peu à deux vitesses. Je pense qu'il y a les gros groupes qui sont dans une situation où ils ont besoin d'avoir des grosses machines de guerre type studio hollywoodien pour s'assurer que le moment de la réouverture va leur permettre d'être à peu près à l'équilibre en termes de coûts par rapport aux recettes. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'exploitants indépendants qui vont avoir besoin de réouvrir le plus vite possible parce qu'ils n'ont pas d'appui financier, bancaire derrière. Et pour eux, il va falloir très vite retisser du lien et puis faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et donc, je vois plutôt des réouvertures progressives en fonction des territoires où on va dire les cas seraient vraiment en chute libre et puis qu'il n'y aurait pas de reprise à l'horizon. Donc au 2 juin, je verrais bien, on va dire peut-être 15 jours plus tard, nous c'est la date à laquelle on a calé la sortie d'un film qui s'appelle Mon nom est Clitoris. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura des premières salles qui vont réouvrir. On a fermé avec les bars et les restos, donc je pense qu'on ouvrira peut-être pas ensemble, mais peu après eux. Hein, il n'y a pas de raison. Donc les bars restos ont entamé des négociations. Ils devraient savoir à la fin du mois donc, quand est-ce qu'ils pourraient éventuellement reprendre leur activité. Nous, on sait que la Fédé aussi en négo. Il y a un cahier des charges aussi qui s'établit. Un protocole sanitaire. Donc, on pourrait penser que début juillet, voilà, on ait une reprise.